Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux masseurs-kinésithérapeutes nouvellement installés en libéral. Donc, ce webinaire est organisé par les URSSAF du Grand Est, donc l'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, et est également co-animé avec notre partenaire de l'assurance maladie qui est représenté aujourd'hui par la caisse primaire du Bas-Rhin. Alors, pour ma part, je suis Laurence Ballot, je suis coordinatrice de projet à l'URSSAF Alsace. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Émeline Prouveau, de la CPM du Bas-Rhin, ainsi que de ma collègue Pascal Amoroso. Donc, ensemble, nous allons vous guider pendant environ 1 heure à travers les principales démarches et obligations pour bien démarrer votre activité en libéral. Mais tout d'abord, je vais laisser le soin à Pascal de se présenter et à Émeline également, si elle a pu nous rejoindre, sinon elle le fera tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Amoroso, je suis responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Je ne sais pas si Émeline a pu encore se connecter, je ne crois pas. Ce n'est pas grave. Si, Émeline. Désolée, je pensais que c'était 14h. Non, 13h15. On avait avancé un petit peu, mais il n'y a pas de souci, c'est les joies du direct. Je vous laisse du coup le soin de vous présenter rapidement. D'accord, toutes mes excuses. Donc, je suis Prouveau Émeline, je suis référente installation à la CPM du Bas-Rhin. Donc, on installe les professionnels de santé, entre autres les kinés. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quand même quelques petits éléments pratiques sur le déroulé de ce webinaire à partager avec vous. Donc, je vous informe tout d'abord que cette session est enregistrée. Le replay sera disponible dans quelques jours sur les chaînes YouTube des URSSAF d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Le lien de téléchargement du support, lui, il vous sera transmis ultérieurement par mail à l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire à cette présentation. Une autre précision, vous avez un onglet conversation sur le haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas à y poser vos questions en évitant bien évidemment de partager des informations trop personnelles. Et pensez également à consulter les réponses apportées au fil de l'eau par notre chatteur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Antoine, expert à l'URSSAF Champagne-Ardenne, et j'en profite pour le remercier par avance pour ses contributions. Nous consacrerons de toute façon une vingtaine de minutes à la fin de cette présentation à répondre oralement à vos questions. Et enfin, dernier point, pour le confort de tous, je vous remercie de penser à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Et moi, je voulais rajouter, n'hésitez pas à les ouvrir dès que vous souhaitez poser une question. Vos micros sont ouverts, on est là pour vous répondre en direct. Voilà, donc quand vous souhaitez poser une question à l'oral, toujours en haut de votre écran, vous pouvez vous signaler avec l'option « Lever la main ». Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un certain nombre de sujets, donc certains. Je vais commencer par vous présenter vos interlocuteurs en termes de protection sociale. Puis, nous aborderons avec Pascal les différents régimes fiscaux applicables, ainsi que l'assiette de vos cotisations sociales. Nous entamerons ensuite une grande partie consacrée au recouvrement de vos cotisations sociales et qui comprendra notamment l'exonération ACRE en début d'activité, le calcul de vos cotisations et les modalités de déclaration de vos revenus et de paiement de vos cotisations. Puis nous continuerons avec la présentation de votre protection sociale proprement dite avec Émeline qui vous détaillera également les aides à la création. Et pour finir, nous verrons avec Pascal les formalités à accomplir si vous souhaitez embaucher des salariés au sein de votre cabinet. Alors, quels sont donc vos interlocuteurs pour votre protection sociale ? Concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, votre interlocuteur sera l'URSSAF. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez la signification de l'acronyme URSSAF ? Je vous propose de vous tester avec un sondage qui va apparaître sur votre écran et de vérifier ensemble pourquoi URSSAF s'écrit bien avec 2 S et non pas 2 F, comme on le voit souvent. Alors, donc, à votre avis, est-ce que URSSAF signifie, c'est bon, elle a bien apparu, unité de remboursement de la sécurité sociale et des affaires familiales, ou bien union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
Ou enfin, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités. Donc, si le sondage ne devait pas apparaître sur votre écran, n'hésitez pas à vous signaler en levant la main, toujours sur l'icône en haut de votre écran, pour donner votre réponse à l'oral. Ou alors, vous pouvez aussi, dans le fil de discussion, donner la réponse qui vous semble juste. Alors, on va voir, effectivement, donc la majorité, vous pensez que l'URSSAF signifie Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et autres fiscalités. Est-ce que la majorité l'emporte? Eh bien, non. En fait, URSSAF, ça veut dire Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Donc, en fait, ça donne déjà une bonne idée des principales missions de l'URSSAF, puisqu'effectivement, avec 16 000 collaborateurs partout en France, l'URSSAF gère les cotisations sociales de près de 12 millions d'employeurs et de chefs d'entreprise. À noter que certaines URSSAF vont avoir des missions plus spécifiques, avec des compétences géographiques plus larges que leur région d'appartenance, comme par exemple l'URSSAF du Limousin, qui va avoir l'exclusivité de la gestion des cotisations sociales des artistes-auteurs, ou encore le CESU, le chèque emploi service universel, que vous utilisez peut-être à titre personnel, et qui lui va être pris en charge par l'URSSAF Rhône-Alpes. Quant aux URSSAF de Lorraine, de Champagne-Ardenne et d'Alsace, elles vont faire partie des centres dédiés à la gestion des comptes des praticiens et auxiliaires médicaux pour les départements de leur région respective, bien évidemment, mais aussi pour d'autres départements un petit peu plus éloignés, comme par exemple l'Aude, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard. Donc, l'une des principales missions, c'est donc bien la collecte et la redistribution des cotisations sociales pour financer la protection sociale. En fait, on peut se représenter l'URSSAF comme le porte-monnaie de la sécurité sociale et nous sommes près de 39 millions de salariés, d'employeurs et d'entrepreneurs, dont les kinésithérapeutes libérales, à y contribuer par le biais du versement de cotisations sociales. Et donc, vous le voyez bien, on a bien le risque famille dans les prestations qui sont financées par les cotisations URSSAF. Donc, ça explique bien que les 2 dernières lettres de l'acronyme URSSAF représentent bien les allocations familiales. Et au-delà de la seule collecte des cotisations sociales, on l'a vu, l'URSSAF garantit le financement de la protection sociale en redistribuant ces cotisations en moins de 5 heures après leur encaissement. Donc, auprès de la CAF, donc bien évidemment pour financer les allocations familiales, auprès de la CARSAT pour les pensions retraite des salariés notamment, auprès de la CPAM pour le remboursement des prestations santé, mais pas seulement. Et au total, on parle bien de plusieurs centaines d'organismes prestataires, sachant que pour 100 € de cotisation encaissée, l'URSSAF va coûter à peine 30 centimes en frais de gestion. Et concrètement, c'est bien grâce à vos cotisations URSSAF que vont être financées les prestations sociales. Et si nous prenons l'exemple de Luc, dont le cabinet a cotisé à hauteur de 46 800 € annuels, à votre avis, combien d'années d'allocation adultes handicapés vont pouvoir être financées avec ces 46 800 €? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Donc, un nouveau sondage va apparaître sur votre écran. Je vais le lancer tout de suite. Et donc, la même chose, s'il n'apparaît pas sur l'écran, n'hésitez pas à indiquer vos réponses A, B ou C, soit à l'oral, soit dans le fil de discussion. La majorité l'emporte puisque c'est bien 4 ans d'AAH qui pourront être financés grâce aux cotisations versées par Luc. Donc, on vient de le voir, l'URSSAF assure le financement de la protection sociale, mais ses missions vont bien au-delà. L'URSSAF garantit les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques, les salariés, les entreprises, c'est-à-dire que concrètement, elle va vérifier et contrôler les déclarations tout en reconnaissant un droit à l'erreur à ses usagers, et puis elle va lutter contre la fraude, l'évasion sociale et le travail dissimulé.
L'URSSAF accompagne aussi tous les employeurs et entrepreneurs au moment clé de leur vie, de la vie de leur entreprise. Ces dernières années, l'URSSAF a effectivement développé tout un panel d'offres de services et de dispositifs visant à simplifier les démarches de ses usagers, à les informer sur leurs démarches et obligations sociales, comme on le fait aujourd'hui, mais aussi à soutenir les entreprises dans leur activité en leur proposant des solutions adaptées à leur situation. J'espère que vous avez désormais une vision un petit peu plus claire et peut-être plus positive de l'URSSAF. Mais voyons maintenant avec Pascal les différents régimes fiscaux et sur quelle base sont calculées les cotisations sociales en fonction du choix fiscal effectué. Donc, la première possibilité qui s'offre à vous, et ce, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700, c'est d'opter pour le régime spécial BNC, c'est-à-dire micro-BNC. À ce moment-là, le revenu qui sera pris en compte représente 66% de vos recettes, donc du chiffre d'affaires. Mais la condition est bien de ne pas dépasser ce montant de 77 700, à savoir que c'est un montant annuel si vous démarrez votre activité au 1er janvier. Si cela n'est pas le cas, ce montant va être proratisé au nombre de jours. Vous avez sous vos yeux un petit exemple d'un début d'activité au 1er mars. Entre le 1er mars et le 31 décembre, il y a 306 jours. Donc, on va prendre cette limite de 77 700 qu'on va multiplier par 306 jours, qu'on divisera par 366, puisque cette année est une année bissextile, et la limite à ne pas dépasser au niveau du chiffre d'affaires pour pouvoir opter pour ce micro-BNC est de 64 962 pour ce qui naît ayant démarré au 1er mars. Si votre chiffre d'affaires devait excéder ce montant ou que vos charges représentent plus de 34% de votre chiffre d'affaires, vous avez la possibilité d'être au réel. Au réel, un comptable, la plupart du temps, bien entendu, vous pouvez vous-même faire un bilan, mais il y aura un bilan de fait. De ce bilan sortira le bénéfice. Ce bénéfice est calculé en fonction du chiffre d'affaires auquel on déduit les charges, les frais et les cotisations sociales. Pour votre activité en tant que kiné, ce sera toujours une activité individuelle et donc une activité au réel. Si vous êtes dans un cabinet sous forme de CELASU, CELAS ou CELAFA, cette rémunération sera une rémunération en tant que mandataire social et vous aurez un statut pour cela d'assimilé salarié, mais uniquement pour cette activité liée à la structure. Tout le reste, ce sera effectivement lié au bénéfice de votre entreprise individuelle. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, nous vous avons mis un exemple, l'exemple de Cédric qui naît en entreprise individuelle, qui du 1er janvier au 31 décembre dégage un chiffre d'affaires de 110 000 euros. Les charges et autres frais annuels de cette entreprise se montent au total à 55 500 euros. Cédric a choisi de souscrire à une prévoyance santé en contrat Madelin à hauteur de 120 euros par mois, donc 1440 à l'année. Pour déterminer quelle sera la base de calcul des cotisations URSSAF, on va prendre le chiffre d'affaires, on va y additionner la prévoyance santé prise en charge par l'entreprise à hauteur de 1440 euros et on va déduire les frais, les charges et les cotisations sociales à hauteur de 55 500 euros. Et donc, la base sera de 55 940 pour le calcul des cotisations URSSAF ou de votre cotisation retraite auprès de la Carpinco. À savoir, on vous a mis ça à titre indicatif, que les cotisations et contributions sociales de Cédric seront à hauteur de 13 845 euros et le revenu après impôt représentera 35 726 euros pour Cédric. Vous pourrez retrouver ces informations en faisant une simulation pour votre situation personnelle en allant sur mon-entreprise.ursaf.fr
vous y retrouverez un simulateur. Vous pourrez indiquer quel est le chiffre d'affaires que vous envisagez de faire, les charges que vous avez au niveau de votre cabinet, y rajouter les lois Madelin si vous avez souscrit un contrat loi Madelin. Et vous retrouverez le lien dans le support, hein, dans le lien de téléchargement, vous sera transmis, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, nous allons maintenant aborder avec toi, Pascal, hein, le calcul des cotisations en début d'activité et les possibilités d'exonération, notamment avec l'ACRE, l'aide à la création et la reprise d'entreprise. Effectivement, Laurence, pendant cette première année d'activité, il existe une exonération que l'on appelle ACRE, aide à la création et la reprise d'entreprise. Elle court sur 1 an de date à date et le montant de l'exonération va dépendre du revenu qui sera déclaré l'année suivante. Donc, cette exonération est accordée à tous, sauf ceux en ayant déjà bénéficié dans les 3 dernières années ou ceux qui radieraient et reprendraient une entreprise dans la foulée avec une interruption de moins d'1 an. Donc, pour tous les autres, cette exonération sera maintenue dès lors que le revenu qui sera déclaré l'année suivante pour cette année de début d'activité sera inférieure à 34 776. Elle sera partielle entre 34 776 et 46 368 et l'exonération tombera dès lors que le revenu déclaré par le nouveau kiné l'année suivante sera supérieur à 46 368 €. Les cotisations sont calculées la première et la deuxième année sur une base forfaitaire de début d'activité. Cette base forfaitaire est déterminée par décret ministériel. Elle est de 8 810 € pour toutes les activités, toutes les premières activités, peu importe la nature de l'activité. À savoir que si cette base ne vous correspond pas, vous avez la possibilité d'estimer un revenu. On y reviendra un peu plus tard. Je ne sais plus, je perds le fil de ce que je voulais vous dire, excusez-moi. Sur cette base de 8 810 €, vous allez voir que les cotisations qu'on continue à vous réclamer sont différentes selon qu'on parle des cotisations URSSAF ou des cotisations de votre organisme de retraite. Hein. On calculera les cotisations pour cette année 2024, mais également pour 2025, jusqu'au moment où vous ferez votre première déclaration de revenus. C'est à ce moment-là que la base de calcul changera et que vous serez à ce moment-là en régime de croisière. Vous voyez sous vos yeux les cotisations 2024 avec une exonération ACRE et des cotisations 2025 sans cette exonération ACRE. Toujours sur cette base forfaitaire, hein, tant que vous n'avez pas déclaré de revenus. Vous voyez que d'un côté, il y a les cotisations URSSAF, de l'autre, les cotisations CARPLITO. Les cotisations maladie, maternité, indemnité journalière, allocation familiale sont exonérées. Par contre, les cotisations formation et CSG, CRDS ne le sont pas. Hein. Vous voyez qu'elles sont pour l'une à hauteur de 116 € et l'autre à hauteur de 855 €. Ce sont des cotisations toujours calculées sur ces 8 810 €. Les cotisations retraite de base et donc une cotisation pour la CURPS à hauteur de 9 €, qui elle aussi est réclamée par l'URSSAF. Du côté CARPLITO, vous avez les cotisations retraite de base qui sont exonérées. Par contre, la retraite complémentaire, le régime vieillesse sociale, le régime de l'avantage social vieillesse n'est pas exonéré et l'invalidité décès non plus. Donc, en première année d'activité, sur 8 810 €, vous vous retrouvez avec des cotisations à hauteur de 4 411 €. La seconde année, toujours sur cette base de 8 810, vous aurez des cotisations à hauteur de 5 397 parce que les cotisations maladie, maternité, on va le voir, sous un certain seuil, le taux de cotisation est de 0.
nous allons évoquer les cotisations les unes après les autres pour la période où vous aurez déclaré un revenu. On va parler de la cotisation maladie-maternité dans un premier temps. Pour les revenus inférieurs à 18 547 €, le taux de cotisation est de 0. Et entre ce montant de 18 547 et 51 005 €, c'est un taux progressif qui va de 0 à 6,5%. Dès lors que votre revenu dépasse 51 005 €, le taux est fixe et il est de 6,5%. Pour tous les revenus conventionnés, ceci s'applique. Et dans ce cadre de revenus conventionnés, il y a une prise en charge par la caisse d'assurance maladie, là aussi avec un taux progressif entre 0 et 6,4%. Par contre, pour tous vos revenus non conventionnés, ça peut être des revenus liés à une autre activité ou ça peut être des dépassements d'honoraires. Là, il y a une cotisation additionnelle de 3,25% si on a des revenus inférieurs à 18 547, un taux progressif qui va de 3,25 à 9,75 dans la même fourchette que tout à l'heure, 18 547 et 51 005 €. Et dès lors que vos revenus sont supérieurs à 51 005 €, le taux est fixe et il est de 9,75 pour cette cotisation additionnelle. Encore une fois, pour vous rendre les choses plus concrètes, on a préféré vous mettre un exemple d'un kiné qui a un revenu annuel de 60 000 €. Décomposé de deux manières, 50 000 € de revenus conventionnés et 10 000 € de revenus non conventionnés. Et là, on va voir que la différence du montant de cotisation est flagrante. Pour les 50 000 € conventionnés, on a un taux de cotisation de 6,5%, donc ce qui représente 3 250 €, et une prise en charge de la caisse primaire à hauteur de 6,4%, qui fait une prise en charge à hauteur de 3 200 €. Donc, si nous faisons 3 250 moins ces 3 200, on voit que pour 50 000 € de revenus, la cotisation maladie s'élève au total à 50 €. Par contre, pour les autres revenus et les dépassements d'honoraires, le taux est de toujours 6,5%, ce qui représente 650 € sur 10 000 €, plus la cotisation additionnelle de 3,25%, ce qui représente 325 €. Et nous avons donc 650 plus nos 325, 975 € de cotisation pour ces 10 000 € de dépassement d'honoraires. Donc, ce kiné aura au total une cotisation maladie de 1 025 €. Il y a 50 000 € de revenus conventionnés et 10 000 € de revenus non conventionnés. Ensuite, nous avons la cotisation allocation familiale. Là aussi, c'est un taux progressif en fonction du revenu. Dès lors que vous avez un revenu inférieur à 51 005 €, le taux est de 0, donc pas de cotisation allocation familiale. Entre 51 005 € et 64 915, le taux est progressif, entre 0 et 3,10. Et dès lors que le revenu est supérieur à 64 915, le taux est fixe et il est de 3,10%. Une cotisation un peu plus simple à calculer parce que le taux est fixe dès le départ et il est de 9,70%. C'est le calcul de la CSG-CRDS. À savoir que sur vos revenus de remplacement, les allocations forfaitaires de repos paternel, les indemnités journalières ou tout autre, le précompte de la CSG-CRDS sera fait directement par l'organisme qui vous verse cette prestation et on vous prélèvera directement les 6,70% de taux de cotisation. La contribution aux unions régionales des professionnels de santé, la CURPS, le taux est de 0,10% et en fonction de votre revenu d'activité, et elle est limitée à 232 € pour 2024, peu importe votre revenu. Autre cotisation
qui est elle aussi forfaitaire. Elle représente 0,25% du plafond de sécurité sociale qui pour cette année 2024 est de 46 368 €. Et donc le montant est fixe pour cette année, il est de 116 € pour cette cotisation à la formation professionnelle. À savoir que pour toutes les cotisations dont je viens de vous parler, il y a des planchers, des plafonds. Tout cela vous donne effectivement des montants de cotisations différentes. Il faut savoir que si votre revenu pour une année est de 0, par exemple, ou inférieur à 5 243 €, vous aurez des cotisations minimales à verser retraite, indemnité journalière et formation professionnelle. Donc, quoi qu'il en soit, cette cotisation forfaitaire pour la formation sera à verser à hauteur de 116 €. Les deux autres, donc pour l'indemnité journalière, vous payerez au minimum 56 €, ce qui vous ouvrira des droits à des indemnités journalières à hauteur d'une vingtaine d'euros par jour. Et la cotisation minimale retraite, c'est également pour vous ouvrir des droits minimums. Et cette cotisation vous permettra d'acquérir 3 trimestres pour votre retraite. Donc, c'est pour ça que ces cotisations minimales ont été mises en place. À savoir que si vous êtes en incapacité d'exercer votre activité pendant plus de 6 mois, vous pouvez vous faire connaître de la Carpinco et demander une exonération des cotisations retraite. On va reparler de la déclaration de revenus que j'évoquais un peu tout à l'heure. Donc, elle est à faire auprès de la DGFiP, une fois par an, entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc, il se peut que l'an prochain soit votre première déclaration de revenus en tant que professionnel libéral PAM. Une fois que cette déclaration aura été faite, les impôts transmettront directement les informations vers l'URSSAF ainsi que vers la Carpinco, et cela aura 3 impacts au niveau de l'URSSAF. On va calculer définitivement vos cotisations 2024. On va ajuster les cotisations 2025 sur ce montant-là de revenus de 2024 et on vous indiquera à titre indicatif le montant des premières cotisations 2026. Pour l'année 2024, on va donc demander un acompte, c'est ce qu'on fait tout au long de cette année. Et selon que vous ayez modifié cette base de début d'activité ou pas, on va recalculer la différence entre les deux. C'est un peu comme vos factures d'électricité. On vous demande des acomptes et à un moment donné, on fait un relevé de compteur. Là, le relevé de compteur, c'est le fait de faire sa déclaration de revenus. Donc, si on est resté sur la base forfaitaire de 8 810 € et que vous avez gagné moins que ce montant-là, on va vous rembourser. Par contre, si vous avez gagné plus, on vous demandera le différentiel entre les deux. La case liée aux revenus de remplacement dans la déclaration correspond aux indemnités journalières versées par la caisse primaire et non aux revenus perçus en qualité de remplaçant. Le remplissage de vos recettes et honoraires de dépassement est obligatoire car elles vous permettent de déterminer que la totalité de vos revenus correspond à votre activité de master-kinésithérapeute. Par ailleurs, ces données déterminent la prise en charge de la caisse primaire, la part de prise en charge de la caisse primaire de vos cotisations de maladie. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre comptable pour bien remplir cette déclaration. Il est important qu'elle soit bien complétée pour que les infos qui nous parviennent correspondent effectivement à votre situation réelle. Enfin, n'oubliez pas de vérifier votre notification de 3 en 1, donc le document que vous recevrez par l'URSSAF à l'issue de cette déclaration de revenus et que les montants qui figurent correspondent bien à vos revenus réels. Certains éléments de votre déclaration sont pré-remplis en fonction des éléments communiqués par votre caisse primaire.
Elles peuvent être modifiées parfois. La caisse primaire prend en compte des honoraires de décembre ou des honoraires que vous avez pu reverser à un remplaçant. Il va de même si vous avez rétrocédé, effectivement, ces honoraires. Et sachez que cette déclaration est faite même si le revenu déclaré est de 0. Il y a obligation de faire une déclaration au niveau du fisc et que ces montants nous soient transmis. Vous trouverez un simulateur sur le site URSSAF, ainsi que de nombreuses autres informations. Sachez qu'il est important, si vous pensez avoir un revenu nettement supérieur à ces 10 810 €, de faire ce que l'on appelle une modulation des cotisations. Donc, on ne vous demande aucun justificatif, c'est vous qui estimez quel est le revenu que vous allez avoir pour cette année-là. Donc, et ça peut être même en régime de croisière, ce n'est pas forcément le début d'activité qui engendre cette modification. Vous pouvez très bien faire un gros investissement pour votre cabinet et de fait avoir un bénéfice moins important ou toute autre chose, une perte de clientèle ou une interruption d'activité pour X raisons. Donc, si vous pensez que votre revenu, la base de calcul prise en compte par l'URSSAF ne correspond pas à votre situation, estimez votre revenu pour avoir des cotisations qui correspondent à votre activité. Si on vous réclame pas assez, l'année suivante, quand on vous réclamera le complément de cotisation, on va vous demander un énorme montant puisqu'il y aura le rattrapage de l'année 2024, mais également l'ajustement des cotisations de 2025 sur ce montant-là. Donc, ça risque de mettre à mal votre entreprise à ce moment-là. Ou si vous avez des revenus qui sont moindres et qu'on vous réclame une somme conséquente par rapport aux revenus que vous dégagez, là aussi, ça peut mettre à mal la trésorerie de votre entreprise. Donc, le premier levier quand on est en difficulté pour payer les cotisations URSSAF, c'est vraiment d'estimer son revenu au plus juste par rapport à la réalité des faits. À savoir que quand on vous réclame des cotisations, si vous ne faites rien et que vous n'optez pas pour le prélèvement automatique, on va vous réclamer les cotisations trimestriellement. Le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. Par contre, ce qu'on vous conseille effectivement, c'est d'opter pour ce prélèvement automatique et des paiements mensuels de vos cotisations. Vous aurez le choix entre le 5 et le 20 de chaque mois. Et il est plus facile de payer une somme plus petite tous les mois que de payer de grosses mensualités tous les trimestres. Vous pourrez adhérer au service en ligne sur ursaf.fr dans votre espace. Information également importante, c'est que si votre conjoint intervient régulièrement dans votre entreprise, que ce soit pour vous aider à faire la comptabilité, faire le ménage du cabinet, du moment que c'est une activité régulière, ce conjoint doit avoir automatiquement un statut. Il a 3 statuts possibles, celui d'associé, celui de salarié ou celui de conjoint collaborateur. En tant que conjoint collaborateur, il a 3 choix possibles et ce choix est à faire auprès de votre caisse de retraite, donc auprès de la Carpinco. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux si tel devait être le cas. Et le conjoint doit figurer, si vous l'inscrivez en tant que conjoint collaborateur, sur votre liasse d'affiliation ou de modification faite à l'INPI. Mais ce conjoint doit obligatoirement avoir un statut. Y a-t-il des questions sur cette partie de cotisation qui est très riche et très vaste et peut-être très complexe? Donc, je ne vois rien sur le sujet dans le fil de discussion. Personne ne souhaite lever la main et poser une question? Une fois, 2 fois, 3 fois. Non. Merci. On va pouvoir passer à la protection sociale. On l'a vu tout à l'heure,
Vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Et on va voir maintenant avec Emeline en quoi consiste précisément la protection sociale des masseurs kinésithérapeutes. Alors, en tant que libéral, vous avez un régime, vous êtes rattaché au régime général. Il n'y a pas de particularité du régime local. Donc, de ce fait, quand vous débutez l'activité, il est très important de le signaler à votre complémentaire santé, puisqu'ils vont devoir rembourser davantage vos soins à titre personnel, puisque le régime général demande une intervention plus élevée de la part de la mutuelle. La mutuelle n'étant pas obligatoire, vous pouvez également exercer sans, entre guillemets, puisque ça concerne votre couverture personnelle. Sachez juste que le régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, donc ce régime général, vous laissera un reste à charge assez important, surtout en cas d'hospitalisation. Vous avez tout de même 20% de la facture totale à charge. Donc, c'est quand même recommandé de prendre une complémentaire santé et de faire le point quand votre régime est à jour. Au niveau de l'arrêt maladie, donc si jamais vous êtes en arrêt de travail dans le cadre de l'activité libérale, durant la première année pour les masseurs kinésithérapeutes remplaçants, il y a une carence de 90 jours, puisque la CPM ne participe pas au paiement de l'arrêt maladie sur cette première année. Donc, s'il y a un arrêt de travail inférieur à 90 jours, il n'y aura aucune rémunération, donc en parallèle, aucune rentrée d'argent et des cotisations, elles, qui vont continuer. Sachez que passé la première année en tant que remplaçant, vous avez le droit à une prise en charge de la CPAM avec le versement d'une indemnité journalière dès le 4e jour d'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour, où dans tous les cas, c'est à ce moment-là que la Carpinco verse ses indemnités journalières une fois le 90e jour d'arrêt de travail atteint. Donc ça, c'est le schéma pour les remplaçants. Pour les masseurs kinésithérapeutes installés, donc la prise en charge se fait dès le début de l'activité par la CPM et ce, dès le 4e jour d'arrêt de travail. Donc, il n'y a que 3 jours de carence. Néanmoins, l'arrêt maladie reste rémunéré sur une indemnité journalière plafonnée. Donc, il y a tout de même une perte de revenus plus ou moins conséquente en fonction des revenus que vous percevez. Donc, il est quand même important de souscrire en parallèle un contrat de prévoyance qui a pour but, pour les remplaçants, durant leur première année, de prendre en charge tout en partie ces 90 jours de carence et au-delà de cette carence, de participer au paiement des indemnités, que ce soit celle de la CPM et ou de la Carpinco. Donc la prévoyance, je reviendrai à ce sujet-là sur une slide après, sur un autre versant qui n'est pas couvert dans le cadre de l'activité libérale. En ce qui concerne l'accueil d'un enfant, donc en cas de congé, en cas de maternité, de grossesse, donc un congé maternité est prévu, vous avez le droit à la rémunération du congé maternité sur la durée légale, donc en fonction du nombre d'enfants attendus et ou déjà à charge. Une prise en charge pour vous, mesdames, d'un congé pathologique sur une durée de 30 jours qu'il est possible de fractionner en pré- et post-natal, au minimum poser 15 jours en prénatal pour reporter les 15 autres jours après l'accouchement. Et une allocation forfaitaire de repos maternel, donc c'est une somme qui vous est versée à l'arrivée de l'enfant. Pour vous, messieurs, donc, vous avez également le droit à la rémunération du congé paternité, donc sur la durée légale réglementaire également, durée qui s'élève à 25 jours pour la naissance d'un enfant, 32 jours en cas de grossesse multiple. Sur cette période, il faut poser 7 jours dès la naissance de l'enfant, donc stopper une activité sur ce délai-là. Et après, le reste du congé paternité peut être posé quand vous le souhaitez au cours des 6 mois de l'enfant. Et en cas d'hospitalisation du nouveau-né, 30 jours supplémentaires peuvent vous être rémunérés. Et pour l'adoption, ça rejoint la maternité et l'adoption, la maternité et la paternité, pardon, au niveau de la durée légale. Il y a juste des documents différents adressés à la CPM pour prétendre à l'indemnisation de l'accueil de l'enfant. Alors, en tant que libéral, le risque professionnel n'est pas automatiquement couvert. Donc, tout ce qui est accident de travail, de trajet et la maladie professionnelle sur le long terme ne sont pas automatiquement pris en charge. Pour être couvert à ce niveau-là, on vous recommande soit par la prévoyance d'inclure cette garantie dans votre contrat, soit de souscrire à l'assurance volontaire accident de travail que la CPM propose. Le but de cette couverture, c'est surtout de vous verser une rente. Si jamais il y a une incapacité totale ou partielle qui découle de l'un de ces 3 risques-là,
cette rente va vous permettre d'avoir un revenu fixe et régulier afin de vous retourner professionnellement et financièrement. Si c'est un accident grave, hein, où vous êtes totalement en incapacité pendant plusieurs mois d'exercer, on revient sur le schéma de l'arrêt maladie. Donc, il n'y a aucune rentrée d'argent et des cotisations qui, elles, continuent. Donc, c'est bien de vous prémunir même au plus bas afin de vous assurer sur ce risque-là. Et vous pouvez faire évoluer cette garantie tout au long de votre carrière. Donc, deux possibilités, soit la prévoyance l'inclut dans le contrat que vous avez mis en place, soit vous pouvez souscrire donc à l'assurance que la CPAM propose. Dans tous les cas, vous ne les cumulez pas, ça fait double emploi. C'est soit la prévoyance, soit l'assurance maladie si vous voulez vous prémunir. Et l'assurance que la CPAM propose permet, hormis le versement de cette rente, de prendre en charge tous les soins rattachés à ce risque professionnel à 100%, ce qui a pour conséquence de ne faire aucune avance de frais chez les professionnels de santé. Et en cas d'accident de trajet ou de travail mortel, les frais funéraires sont pris à notre charge et une rente est versée aux personnes que vous avez à charge à ce moment-là et qui ont moins de 25 ans, donc principalement les enfants. Donc ça, c'est des garanties que je viens de vous détailler par rapport à la prise en charge de la CPAM. C'est conjointement les mêmes dans le secteur privé au niveau de la prévoyance. Donc, pour résumer, il est important de vérifier avec votre complémentaire santé votre couverture, que votre statut de régime est bien à jour sur du régime local s'il n'y a pas de cumul d'activité. Au niveau du versement des indemnités journalières, un versement est possible en fonction de votre statut et de votre ancienneté dans l'activité libérale, par la CPM et ou la Carpinco. Le congé maternité, paternité, adoption est pris en charge. L'accident de travail, maladie professionnelle est à couvrir soit par la prévoyance, soit par l'assurance de la CPAM. Au niveau de la Carpinco, donc c'est la cotisation qui est obligatoire, qu'on a évoquée précédemment avec Pascal. Donc vous devez vous y inscrire et elle permet principalement de payer pour la retraite, entre autres. Il vous est toujours possible d'adhérer à une retraite complémentaire obligatoire. Vous avez toutes les infos sur le site de la Carpinco, sachant que, hormis la retraite, les cotisations Carpinco permettent également de payer au niveau de l'invalidité du décès. Donc, c'est les cotisations obligatoires que l'État impose, au même titre que celles qui sont versées à l'URSSAF. Et après, il y a toujours la retraite complémentaire facultative, mais ça, c'est en fonction des besoins de chacun et de la mise en place de contrats au niveau du secteur privé. En ce qui concerne les aides à la création, donc il y a un site qui peut vous guider sur les différentes aides qui peuvent vous être allouées. C'est le PAPS, le portail d'accompagnement des professionnels de santé, qui permet, en fonction de votre profession et du lieu d'installation ou du lieu sur lequel vous souhaitez vous installer, de voir les aides qui peuvent vous être versées au niveau de l'ARS et de la CPAM. Sur ce PAPS, vous retrouvez entre autres le zonage, donc zonage qui a été édité il y a peu, qui définit pas mal de zones non prioritaires. Alors là, ça ne ressort pas très bien sur le diaporama, mais il y a un code couleur en effet clair. Donc, je vous invite fortement à vous connecter sur le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Ça vous permettra de voir toutes les zones non prioritaires, donc zones où la régulation se fait par demande de dérogation. Vous avez, hormis cette cartographie, un fichier Excel qui vous permet de lister les communes en zone non prioritaire. Et si la commune se situe dans cette zone, vous allez devoir constituer une demande de dérogation pour avoir l'accord de vous installer sur la commune sollicitée. Donc ça, à ce moment-là, vous nous faites un mail en fonction de la CPM dont vous dépendez et on fera le point ensemble sur les démarches à entreprendre. Donc ce zonage s'applique sur la France entière. Pour le Bas-Rhin, on est plutôt bien concerné sur les demandes de dérogation. Après, tout dépend du département où vous souhaitez vous installer. Nous avons également un outil qui permet de faire une étude de marché pour voir le lieu le plus propice à l'installation. Cet outil s'appelle Rezone. Il est accessible par Google. Vous pouvez, en fonction de l'adresse ou d'un bassin de vie donné, voir la situation de ce bassin de vie avec différentes données statistiques qui vous permettent d'avoir un visuel sur les patients et les potentiels soins qu'il y a à faire.
L'outil n'est pas compliqué, il faut bien croiser les données qu'il vous communique. Néanmoins, si ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à nous faire un mail. Alors pareil, en fonction de la CPM de votre lieu d'installation ou de résidence principale pour les remplaçants. Et on fera ensemble le point pour voir et décrypter toutes les données statistiques. Concernant la cartographie, donc pour l'installation en zone sous-dotée, c'est vrai que notre département est plutôt concerné par les zones non prioritaires. A contrario, les zones prioritaires, où il y a un réel besoin de masseurs-kinésithérapeutes, on vous incite à vous y installer avec des contrats d'aide à l'installation. Donc, il y a 3 types de contrats. Le premier contrat qui permet l'installation pour une création de cabinet, donc une première installation, où une aide forfaitaire de 49 000 € peut vous être versée. Alors, c'est en 4 fois, hein, c'est un contrat qui est établi sur 5 ans, mais le premier versement s'établit à la fin de la première année. De ce fait, ça se fait en 4 versements, avec un supplément de 150 € par mois si vous accueillez des stagiaires. Donc, ce contrat est sur une durée de 5 ans. Si vous restez sur la zone, on peut mettre un contrat de maintien d'aide, si la zone est toujours prioritaire à la date, au-delà des 5 ans. À ce moment-là, on part sur un contrat de 3 ans, avec cette fois-ci une aide forfaitaire de 3 000 € par an et toujours les 150 € par mois si vous accueillez des stagiaires. En cas d'installation, en cas d'intégration d'un cabinet déjà existant en zone prioritaire, on vous aide également à hauteur de 34 000 € versés en 4 fois. C'est également un contrat de 5 ans, avec toujours les 150 € par mois en cas d'accueil d'un stagiaire. Et sur le même principe, une fois que les 5 ans sont passés, on peut vous proposer le maintien avec l'aide sur la zone, si celle-ci est toujours en zone prioritaire à ce moment-là. Sachant que le zonage est revu tous les 5 ans, donc il y a des possibilités que ça évolue entre deux. Une fois que le contrat initial de 5 ans est mis en place, si la zone permute en cours de route, vous restez sur le contrat établi initialement. Donc l'aide, si vous restez au-delà jusqu'aux 5 ans, vous aurez le droit à la totalité des aides, même si la commune a changé de zone. A contrario, les conventionnements en zone non prioritaire. Donc là, on est sur des zones surdotées où il y a trop de masseurs-kinésithérapeutes par rapport aux soins qui sont demandés. Donc, il est toujours possible d'intégrer ces zones non prioritaires sur certaines conditions. Donc, si vous souhaitez intégrer une commune concernée, donc il faut anticiper au maximum la demande en nous sollicitant le plus rapidement possible, puisqu'il va falloir constituer une demande de dérogation, donc un dossier qui va être présenté à une commission paritaire qui se constitue en partie pour la défense du patient, en partie pour la défense de la profession. Et ensemble, ils vont statuer sur un avis favorable ou défavorable à votre demande. Une fois cet avis donné, il est soumis au directeur de la CPAM, qui a la décision finale, de suivre ou non la commission, et vous êtes ensuite notifié par courrier recommandé de la possibilité ou non de vous installer sur le cabinet ou la commune souhaitée. Sachant qu'en cas d'accord, la date de début d'activité ne pourra se faire qu'à la date du courrier vous notifiant l'acceptation. Donc, il n'y aura pas de rétrocession possible, c'est seulement à partir de la date d'accord que vous pouvez débuter l'activité. Donc, il y a différents motifs dérogatoires qui sont possibles. Le plus récurrent, c'est la demande du 1 pour 1, donc un masseur-kinésithérapeute installé sur la zone qui souhaite quitter cette zone pour différentes raisons, donc qui vous désigne comme successeur de sa place. Il y a d'autres motifs dérogatoires prévus conventionnellement, comme des changements au niveau de la vie personnelle ou professionnelle, une offre insuffisante de soins spécifiques quand vous êtes spécialisé dans un certain domaine, ou le risque économique. Donc, chaque dossier est étudié au cas par cas. Vous avez un interlocuteur privilégié à ce moment-là qui échange avec vous sur la constitution du dossier, sur le motif. Donc, pour que votre demande soit étudiée, comme dit, contactez-nous le plus rapidement. La commission paritaire se réunissant tous les 2 mois, la demande de dérogation peut prendre 3 mois. Donc, c'est un délai relativement long. Quand vous voulez intégrer une zone non prioritaire, il faut l'anticiper au maximum. En ce qui concerne la rémunération, donc la rémunération se fait à l'acte par tous les actes que vous allez facturer et coter via la nomenclature, donc la NGAP, nomenclature qui est automatiquement reprise par votre logiciel. Vous allez également avoir le droit à 2 forfaits
qui viennent se cumuler à vos actes. Pour les patients qui sortent d'hospitalisation suite à un AVC ou une chirurgie orthopédique. Ces patients, si vous les prenez en charge dans les 15 jours de leur sortie d'hospitalisation, vous avez le droit à un forfait de 100 € pour l'AVC et de 20 € pour la chirurgie orthopédique. Forfait que vous devez renseigner pour la plupart des logiciels manuellement, en plus de la facturation donc des actes. Et ce forfait ne se facture qu'une fois dans la prise en charge du patient. Vous allez également avoir le droit annuellement à un forfait lié à l'équipement informatique du cabinet, puisqu'en fonction du logiciel métier que vous allez utiliser, s'il est compatible dossier médical partagé, donc le DMP, que ce logiciel métier est à jour, en reprenant bien les derniers avenants de votre profession, que vous utilisiez SCORE pour la dématérialisation des ordonnances, que vous ayez une messagerie de santé sécurisée, et enfin que vous ne dépassiez pas plus de 30% de feuilles de soins papier sur l'année calendaire, vous permet de bénéficier d'un forfait de 490 € qui est versé par année échue courant mars de l'année suivante. Donc, quand vous débutez l'activité en cours d'année, donc le premier forfait se verse au prorata de votre exercice et le forfait année pleine suivra l'année suivante. Il est possible également au niveau de ce forfait d'avoir un bonus de 100 € si vous intégrez l'exercice coordonné. Alors, l'exercice coordonné est défini par 3 structures. La plus connue, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle. C'est des grands locaux où sont réunis à minima 2 médecins et un auxiliaire médicaux. Mais le but, c'est qu'il y ait d'autres professionnels de santé. Bien souvent, il y a des infirmiers, des kinés, des médecins, des dentistes et autres. Et vous travaillez ensemble avec la même patientèle et vous coordonnez vos soins ensemble. Donc, la MSP, c'est simple, vous êtes tous réunis au même endroit. Sur le même principe, il y a la CPTS et l'ESP, où là, par contre, vous êtes chacun dans vos propres cabinets en tant que libéral. Et les réunions se font, enfin, le partage et la coordination de votre patientèle avec les autres professionnels de santé du secteur se font lors de réunions en accompagnement avec l'ARS et la CPAM. Vous allez définir lors de la première réunion le sujet à mettre en place pour coordonner au mieux votre patientèle et vous allez développer ce sujet-là tout au cours des différentes réunions qui s'en suivront. Donc, c'est structuré par un contrat. Chaque personne qui intègre la CPTS ou l'ESP participe au contrat et aux objectifs et avec rémunération à la clé, tout comme la maison de santé pluriprofessionnelle. Pour revenir juste au forfait informatique que j'ai évoqué avant, intégrer l'une de ces 3 structures-là vous permet également d'avoir 100 € en plus sur les 490 € du forfait famille. Pour intégrer l'exercice coordonné, donc il faut acter au niveau d'une société, puisque vous devez ouvrir une CISA. Donc, c'est une structure juridique qui permet de rassembler tous les professionnels de santé qui intègrent cet exercice coordonné et qui permet de verser en une seule fois les fonds rattachés aux objectifs atteints, qui ensuite sont redistribués autour des professionnels de santé qui sont dans l'exercice coordonné, donc dans la MSP, CPTS ou SP, ou de réinjecter cet argent dans le développement autre que de manière individuelle. Enfin, pour nous contacter, donc, le numéro national L3608, c'est la plateforme qui vous est dédiée en tant que professionnel de santé. Il vous sera ensuite demandé le département de votre lieu d'exercice. Donc, pour les remplaçants, c'est le lieu de la résidence principale. Pour les installer, c'est l'adresse du cabinet. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des mails via votre espace Amédipro lorsque vous êtes installé et des courriels également quand vous n'avez pas de compte Amédipro, entre autres pour les remplaçants, via amédi.fr, il y a un onglet Contact. Merci beaucoup, Emeline. Je vérifie juste dans le fil de discussion, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette deuxième grande partie? Je ne vois toujours rien. Du coup, on va pouvoir voir avec Pascal les démarches à accomplir pour devenir un employeur, puisque que ce soit au moment de la création de votre cabinet ou si votre activité prend de l'ampleur, vous pouvez tout à fait être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Oui, Laurence, la première étape, c'est la déclaration du salarié. Elle se fait par une déclaration
préalable à l'embauche, qu'on appelle DPAE. Ceci est obligatoire avant, ça peut être 1 heure avant ou quelques jours avant, donc déclarer qu'on va embaucher un salarié. C'est le prérequis pour pouvoir démarrer l'activité du salarié. Soit on peut le faire directement sur ursaf.fr ou sur NetEntreprise. Par cet acte, il va effectivement déclarer le salarié. Ensuite, il faudra faire ce qu'on appelle une DSN, déclaration sociale nominative, qui engendrera la fiche de paye et les déclarations à faire à l'URSSAF et les cotisations à payer pour ce salarié. 2 possibilités, soit passer par l'expert comptable ou un éditeur de paye qui pourra faire ces 2 démarches à votre place. Deuxième possibilité, c'est d'opter pour un service gratuit de l'URSSAF qui s'appelle le TESE. C'est un peu comme le CESU pour les particuliers. C'est le titre emploi-service entreprise. Par ce service en ligne, les 2 actions peuvent être faites. La première, donc, de déclarer le salarié, de pouvoir trouver des exemples de contrats de travail et ensuite de faire chaque mois la déclaration du nombre d'heures et du salaire horaire, ce qui permettra d'éditer une fiche de paye à remettre au salarié. Le paiement des cotisations, dans les 2 cas, que ce soit par la DSN ou par le TESE, est à payer auprès de l'URSSAF pour la protection sociale de votre salarié. Et on sera même amené à prélever l'impôt sur le revenu, l'impôt à la source pour votre salarié. Donc, merci Pascal. Donc, on va maintenant répondre oralement à quelques questions, enfin, vos questions si vous en avez. Je n'en vois toujours pas dans le fil de discussion. Bon, j'imagine que nous avons été particulièrement clairs. Ah, il y a une main levée. Ça y est. Arnaud. Arnaud, on vous écoute. Bonjour Arnaud. Vous avez fait une erreur. Si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir votre micro, on va poser la question. Voilà. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Arnaud, c'est bon, on vous entend maintenant. Bonjour. Je pense que nous sommes que des jeunes qui commençons notre travail de masseur kiné. Vous n'avez pas parlé de la CFE. Est-ce que ça a un lien directement avec l'URSSAF ou plus parce que vous avez parlé des impôts et avec Impôts Gouv, je sais que ceci est relié Oui. à cela. Y a-t-il un lien avec l'URSSAF directement? Non. En fait, c'est effectivement votre centre des impôts des entreprises qui vous réclamera cette cotisation foncière des entreprises. À savoir que vous êtes exonéré la première année d'exercice de cette cotisation foncière des entreprises. La deuxième année, vous êtes exonéré à hauteur de 50% et à partir de la troisième année, elle est due complètement. Je ne peux pas vous indiquer de montant parce qu'en fait, il y a 3 inconnues qui permettent de calculer le montant de cette cotisation foncière des entreprises. C'est le lieu d'exercice, donc l'adresse de votre entreprise, le montant du chiffre d'affaires engendré et le nombre de mètres carrés utilisés dans ce local pour exercer votre activité. Donc, c'est ces 3 éléments qui vont permettre au centre des impôts des entreprises de calculer ces montants de CFE. À savoir qu'il est très important pour vous de répondre au questionnaire qu'a pu vous envoyer la DGFiP suite à votre inscription. Il vous demande justement le nombre de mètres carrés, le minimum, mais pour vous et vos activités, ça ne semble pas être le cas. Le minimum, c'est ce qu'on appelle un point de bureau, c'est 1 mètre carré. Mais là, dans votre cas, il faut effectivement indiquer le nombre de mètres carrés utilisés pour votre activité.
Et je vous dis, qu'est-ce que c'est SIE, un service des impôts des entreprises, qui vous envoie le document à compléter au démarrage de l'activité. À savoir qu'après, il est important de créer son compte sur impôts.gouv. Quand vous avez jusqu'à présent fait votre déclaration d'impôt en étant peut-être salarié, vous alliez dans l'espace particulier et là, il faut aller dans l'espace entreprise et créer son compte parce que c'est le seul moyen qu'utilisent les impôts pour vous envoyer ce document où on vous réclame cette cotisation foncière des entreprises. Et si vous n'avez pas créé le compte, vous n'aurez pas accès aux documents, vous n'aurez pas accès aux relances qu'ils pourraient vous faire si vous ne payez pas puisque vous n'avez pas vu le document. Et vous pouvez vous retrouver avec une saisie à un moment donné sur le compte bancaire parce que vous n'avez pas accédé à l'information. Donc, il est important pour vous de créer un compte aussi bien sur ursaf.fr pour connaître le montant de vos cotisations pour avoir accès aux différentes informations, mais également créer ce compte sur impôts.gouv et également sur Amélie, bien entendu. Je ne sais pas. En attendant, éventuellement, peut-être poser votre question dans le fil de discussion. Moi, je voulais juste encore vous indiquer que l'URSSAF met à votre disposition des centres PAM, donc des centres dédiés aux praticiens auxiliaires médicaux. Donc, par exemple, comme je vous le disais en introduction, il en existe au sein des URSSAF d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, et donc avec des modes de contact et d'accompagnement qui vont vous être dédiés. Et puis, à nouveau, les modalités de contact pour vos interlocuteurs de l'assurance maladie. Alors, est-ce qu'on a réglé ce petit problème de micro ? Est-ce qu'il y avait effectivement une dernière question ou pas du tout? Dans tous les cas, nous, de notre côté, on en avait fini avec la présentation. J'espère, vu qu'il n'y a eu que très peu de questions. En tout cas, on espère qu'elle aura au moins répondu à vos attentes et surtout qu'elle vous sera utile pour l'avenir. N'oubliez pas, le replay sera disponible dans quelques jours sur les chaînes YouTube respectives des URSSAF d'Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Et puis, comme je vous le disais, vous recevrez ultérieurement le lien de téléchargement du support qui vous a été présenté aujourd'hui. Écoutez, a priori, non, la question ne veut pas venir. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et puis à vous dire à bientôt pour de nouvelles webconférences. Et bon démarrage dans votre activité. Au revoir. À bientôt.